Lors du dîner d'anniversaire de mes parents, je lui ai tendu un chèque cadeau de vacances personnalisé portant notre nom de famille. Elle m'a jeté un regard et a dit « On n'achète pas le respect, Joseph. Tu n'es toujours que le second. » J'ai tranquillement repris l'enveloppe et je suis parti. Papa a crié derrière moi. Maman s'est mise à pleurer. Au matin, j'avais 64 appels manqués, me suppliant de réparer les choses. Et ils ont perdu la tête lorsqu'ils ont découvert ce que j'avais déjà annulé. Je m'appelle Joseph. J'ai 32 ans. Depuis 8 ans, j'étais l'architecte invisible du rêve de retraite de mes parents. Chaque mois, sans faute, je transférais $2400 sur leur compte d'investissement pour la retraite. Cela fait 28 800 $ par an. En 8 ans, le total a atteint $230 400, sans compter les intérêts composés qui l'ont largement poussé au-delà du $250 000. Ils ne m'ont jamais demandé de le faire. J'ai commencé un mois après que mon frère cadet, Matteo, ait vu son MBA entièrement financé par eux. J'ai eu 2 emplois pour que ces transferts soient possibles. Le jour, je gérais l'infrastructure informatique d'une entreprise de logistique de taille moyenne. La nuit, 3 fois par semaine, je faisais du conseil en base de données en freelance pour des startups qui avaient besoin de quelqu'un de fiable et de discret. J'ai toujours été discret. C'est ce que ma famille aimait chez moi. Je ne faisais pas de bruit. Je ne demandais pas d'attention. Je n'exigeais pas d'appréciation. Je travaillais, envoyais de l'argent et me présentais lorsqu'ils avaient besoin que l'on soulève, répare ou paie quelque chose. Matteo était différent. C'était la réussite qu'ils accrochaient sur le mur de leur salon, métaphoriquement et littéralement. Son diplôme de MBA encadré trônait au-dessus de la cheminée. Ses photos de fiançailles étaient sur le manteau. Son mariage a été un événement de 3 jours dans un domaine viticole qui a coûté plus cher que ma voiture. J'étais invité, bien sûr. J'étais toujours invité. J'étais le fiable, le fils de secours, le plan B qui ne manquait jamais de se présenter avec un chèque ou un sourire si nécessaire. Je crois que j'ai accepté ce rôle parce que je voulais croire que la contribution équivalait à l'amour. Si je donnais assez, travaillais assez, soutenais assez, peut-être qu'un jour ils me verraient de la même manière qu'ils voyaient Matteo. Peut-être qu'un jour je serais le fils dont ils se vanteraient lors de leur brunch au country club. J'avais tort. La vérité était là depuis le début, tapie dans de petits moments que j'ignorais. Quand Matteo a acheté sa première maison, ils ont organisé une pendaison de crémaillère et invité 40 personnes. Quand j'ai acheté ma première voiture après 7 ans d'économie, ma mère a dit que c'était bien, mais m'a demandé pourquoi je n'avais pas pris quelque chose de plus pratique. Quand Matteo a été promu analyste principal, mon père a appelé 6 membres de la famille pour partager la nouvelle. Quand je suis devenu l'architecte principal de l'infrastructure dans mon entreprise, il a dit que c'était bien et m'a demandé si j'avais entendu parler de la promotion de Matteo. Je tenais le compte sans le vouloir. Je me souvenais de chaque anniversaire oublié, de chaque appel téléphonique qui se terminait par une question sur Matteo, de chaque photo de famille où je me tenais légèrement en dehors du cadre. Je me disais que cela n'avait pas d'importance. Je me disais que je construisais quelque chose qui parlerait plus fort que leurs mots. Je pensais que le compte de retraite que je finançais serait ma preuve. Ce serait la chose qu'ils ne pourraient pas ignorer, l'héritage qui montrerait que je les aimais même lorsqu'ils oubliaient de m'aimer en retour. Au moment de leur 35e anniversaire de mariage, ce compte était devenu ma fierté discrète. Je le consultais parfois tard le soir après avoir terminé mon travail en freelance, regardant le solde augmenter mois après mois. Je les imaginais prendre une retraite anticipée, faire les croisières fluviales européennes dont ma mère parlait toujours, passer les hivers en Arizona comme mon père en rêvait. Je les imaginais enfin dire merci. Je les imaginais enfin me voir. Alors, quand l'invitation pour leur dîner d'anniversaire est arrivée, j'ai décidé de faire quelque chose d'audacieux. Je voulais leur offrir un cadeau qui corresponde au poids de ce que j'avais déjà donné. J'ai passé 2 semaines à concevoir un chèque cadeau de vacances personnalisé. Il était imprimé sur du papier cartonné épais de couleur crème avec des lettres dorées en relief. Il comprenait leur nom, un voyage de 14 jours à Hawaï avec des vols en première classe, un complexe hôtelier en bord de mer, des excursions et des forfaits spa. La valeur totale était de $12 000. Je l'ai fait placer dans une boîte de présentation en bois fabriquée à la main et doublée de velours. Je pensais que ce serait parfait. Je pensais que ce serait le moment qui changerait tout. J'avais tort à ce sujet aussi. Le restaurant était un de ces endroits où la carte des vins n'avait pas de prix et où les serveurs portaient des cravates.
Mes parents avaient réservé une salle à manger privée avec des baies vitrées donnant sur les lumières de la ville. Au moment où je suis arrivé, la salle était déjà pleine. Matteo et sa femme, Aubrey, étaient assis le plus près de mes parents. Mon oncle et ma tante étaient là. Deux des couples d'amis les plus proches de mes parents occupaient les sièges restants. On m'a donné la chaise à l'extrémité de la table, celle près de la porte par laquelle les serveurs entraient et sortaient. Cela ne me dérangeait pas. J'y étais habitué. Je me suis assis, j'ai lissé ma veste et j'ai attendu le bon moment. Le dîner a progressé par vagues prévisibles. Mon père a raconté l'histoire de sa demande en mariage à ma mère pour la 10e fois cette année. Tout le monde a ri au même moment. Ma mère a rougi de la même manière. Matteo a levé son verre et a porté un toast sur l'héritage et l'amour. Aubrey a souri à côté de lui, sa main posée sur son baby bump à peine visible qu'ils avaient annoncé 2 semaines plus tôt. J'ai applaudi avec tout le monde. J'ai siroté mon eau et j'ai attendu. Quand le dessert est arrivé, j'ai vu mon opportunité. Ma mère riait de quelque chose que ma tante avait dit. Mon père coupait son tiramisu. J'ai fouillé dans mon sac et j'ai sorti la boîte en bois. Je me suis levé lentement. La table s'est tue. Mon père m'a regardé avec une légère curiosité. Ma mère a incliné la tête. J'ai contourné la table et j'ai placé la boîte devant elle. Elle l'a regardée, puis moi. Je me suis éclairci la gorge. Joyeux anniversaire, maman. Papa, c'est pour vous deux. Mon père a posé sa fourchette. Ma mère a touché le bord de la boîte, mais ne l'a pas ouverte. Matteo s'est penché légèrement en avant, observant. Qu'est-ce que c'est, Joseph? Ouvre-le. Elle l'a fait. Le couvercle s'est soulevé avec un léger grincement. À l'intérieur, le chèque cadeau de vacances scintillait sous l'éclairage du restaurant. Ma mère l'a soulevé avec précaution, lisant le recto. Ses yeux ont scanné les lettres dorées en relief. Mon père s'est penché pour voir. Pendant un instant, j'ai cru voir quelque chose comme de la surprise sur son visage. Le visage de ma mère, cependant, n'a pas changé. Elle a posé le chèque cadeau sur la table. Elle a levé les yeux vers moi. La salle était maintenant complètement silencieuse. Même les serveurs s'étaient arrêtés près de la porte. On n'achète pas le respect, Joseph. Tu n'es toujours que le second. Ces mots m'ont frappé comme de l'eau froide. J'ai cligné des yeux. Mon père a bougé sur son siège mais n'a rien dit. Matteo a regardé son assiette. Ma tante a fait un petit bruit, quelque chose entre le halètement et la toux. L'expression de ma mère ne s'est pas adoucie. Elle a croisé les mains sur le chèque cadeau comme si c'était un prospectus. Nous apprécions le geste, mais tu as toujours été comme ça, à jeter de l'argent par les fenêtres, pensant que cela compense le fait que tu n'es pas Matteo. Tu n'es pas le fils dont nous nous vantons. Tu es la roue de secours. Tu es celui que nous appelons lorsque nous avons besoin que quelque chose soit réparé ou payé. C'est ton rôle, et un chèque cadeau de vacances ne le changera pas, mon père a finalement parlé. Chérie, c'est un peu dur. Elle s'est tournée vers lui. Est-ce que ça l'est? Il a besoin de l'entendre. Il a 32 ans et essaie toujours de rivaliser avec son frère cadet. C'est embarrassant. Je suis resté là, figé. Mes mains reposaient toujours sur le dossier de sa chaise. Je sentais les yeux de tout le monde sur moi. J'entendais mon propre cœur battre dans mes oreilles. Lentement, avec précaution, je me suis baissé et j'ai repris le chèque cadeau. Je l'ai glissé dans la boîte en bois. J'ai fermé le couvercle. J'ai glissé la boîte sous mon bras. Je n'ai rien dit. Je me suis retourné et j'ai marché vers la porte. Derrière moi, la voix de mon père s'est élevée. Joseph, attends. Reviens ici. Parlons-en. J'ai continué à marcher. La voix de ma mère a suivi, aiguë et cassante. Oh, ne sois pas si dramatique, Joseph. Assieds-toi. Je ne me suis pas assis. Je suis sorti de la salle à manger privée, j'ai traversé le restaurant principal et je suis entré dans l'air frais de la nuit. Mon téléphone a commencé à vibrer avant même que j'atteigne ma voiture. Je ne l'ai pas regardé. Je suis monté, j'ai démarré le moteur et j'ai conduit jusqu'à chez moi en silence complet. Je suis resté assis sur mon canapé pendant 3 heures sans bouger. La boîte en bois était sur ma table basse. Je l'ai fixée. J'ai fixé le mur. J'ai fixé mes mains.
Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer, message après message, appel après appel. Je n'en ai vérifié aucun. Je ne voulais pas entendre des excuses qui n'en étaient pas. Je ne voulais pas entendre le plaidoyer soigneusement formulé de mon père pour que je comprenne le point de vue de ta mère. Je ne voulais pas entendre le message maladroit de Mathéo me demandant de juste laisser tomber, mec. Je voulais le silence. Je voulais que le monde s'arrête de tourner assez longtemps pour que je puisse comprendre ce qui venait de se passer. Mais j'avais déjà compris. C'était le pire. J'avais toujours compris. J'avais juste refusé de le voir clairement. Les mots de ma mère n'étaient pas une surprise. C'était une confirmation. Chaque anniversaire oublié, chaque étape manquée, chaque fois qu'il demandait des nouvelles de Mathéo avant de demander les miennes, tout pointait vers la même vérité, j'étais le second. J'étais le fils de secours. J'étais le guichet automatique qu'il gardait en numérotation rapide. L'homme à tout faire qui se présentait sans se plaindre. Le système de soutien émotionnel sur lequel il s'appuyait sans jamais s'incliner en retour. J'étais utile, mais je n'étais pas aimé. Pas de la manière dont Mathéo était aimé. Pas de la manière dont un fils devrait être aimé. Le ventilateur de plafond tournait lentement au-dessus de moi. Les lumières de la ville à l'extérieur de ma fenêtre se sont brouillées. J'ai pensé à tous les mois où j'avais travaillé tard, sauté des dîners avec des amis, annulé des projets pour pouvoir terminer un projet en freelance et effectuer ce transfert de $2400 à temps. J'ai pensé au compte de retraite que j'avais créé pour eux, celui dont ils ne savaient même pas qu'il existait sous cette forme. Ils savaient que j'aidais. Ils savaient que j'envoyais de l'argent, mais ils ne connaissaient pas l'ampleur totale. Ils ne savaient pas que j'avais été le moteur principal de tout leur rêve de retraite. Ils pensaient que c'était leurs propres économies, leur propre planification, peut-être un peu d'aide de ma part ici et là. Ils n'en avaient aucune idée. Et cela m'a donné une idée. Vers 2 heures du matin, le bourdonnement s'est finalement arrêté. L'écran de mon téléphone affichait 64 appels manqués, 17 messages vocaux, 43 messages textes. Je n'en ai ouvert aucun. Au lieu de cela, j'ai ouvert mon ordinateur portable. Je me suis connecté à mon email sécurisé. J'ai trouvé les informations d'accès au compte de la société d'investissement qui gérait le portefeuille de retraite de mes parents. Je l'avais configuré il y a 8 ans à leur nom, mais avec mes coordonnées comme principal, puisque c'était moi qui le finançais. Techniquement, j'étais répertorié comme le contributeur du compte avec tous les droits de gestion jusqu'à ce qu'ils prennent leur retraite. C'était une structure que le conseiller financier avait suggérée pour simplifier les transferts mensuels. Mes parents avaient signé les documents sans les lire attentivement. Ils me faisaient confiance. Cette confiance était sur le point de leur coûter cher. J'ai fixé l'écran. Mon curseur planait au-dessus du portail de gestion de compte. Un appel téléphonique à la firme, une demande d'annulation, 8 ans de contributions effacées. Le compte reviendrait au solde modeste qu'ils avaient contribué eux-mêmes en 2016 avant que je ne commence. Leur rêve de retraite anticipée, de croisière fluviale et d'hiver dans le désert, s'évanouirait. Il ne leur resterait peut-être que $40 000 au lieu de plus de $250 000. Ils devraient continuer à travailler. Ils devraient tout repenser. Et ils sauraient exactement qui a fait cela. J'ai fermé l'ordinateur portable. Je me suis adossé. J'ai pensé au visage de ma mère quand elle a dit ces mots. J'ai pensé au silence de mon père. J'ai pensé à Mathéo regardant son assiette, réticent à me défendre. J'ai pensé à 32 ans passés à être le second. Puis j'ai rouvert l'ordinateur portable. J'ai pris mon téléphone. J'ai composé la ligne d'urgence après les heures de bureau de la société d'investissement. Lorsque le représentant a répondu, j'ai prononcé 4 mots, j'ai besoin de tout retirer. Le processus a pris moins de 90 minutes. J'ai rencontré le conseiller principal de la firme à 9 heures du matin. J'ai apporté tous les documents que j'avais, reçus de contribution, accord de création de compte, mon identification. La conseillère, une femme nommée Madame Ramirez, a tout examiné attentivement. Elle m'a demandé 2 fois si j'étais certain. J'ai dit oui les 2 fois. Elle a expliqué les implications fiscales. Elle a expliqué que l'annulation de 8 ans de contribution entraînerait des pénalités et des frais administratifs. Je lui ai dit que j'avais compris. Elle a demandé s'il y avait un conflit familial. Je lui ai dit que c'était privé. Elle a hoché la tête. Elle a imprimé les formulaires. J'ai signé chacun d'eux.
Cela prendra environ 48 heures pour être entièrement traité. Les fonds reviendront sur votre compte par étapes. Vos parents recevront une lettre de notification expliquant l'annulation. Quand recevront-ils cette lettre? Elle a vérifié son écran. Elle sera générée aujourd'hui et envoyée par la poste cet après-midi. Ils devraient l'avoir d'ici demain. Parfait. Elle a glissé les documents dans un dossier et m'en a remis une copie. Elle s'est levée. Elle m'a serré la main. Sa poignée était ferme, mais son expression était prudente, comme si elle savait qu'elle assistait à quelque chose d'irréversible. Je l'ai remerciée et je suis parti. Dehors, la matinée était lumineuse et fraîche. Je suis resté assis dans ma voiture un instant, fixant le dossier sur le siège passager. Mon téléphone a vibré. C'était mon père. J'ai refusé l'appel. Il a vibré à nouveau. Ma mère. Refusé. Mathéo. Refusé. J'ai complètement éteint mon téléphone. Puis j'ai conduit jusqu'à mon bureau et j'ai travaillé une journée entière comme si rien n'avait changé. Mais tout avait changé. Au moment où je suis rentré chez moi ce soir-là, mon téléphone affichait 87 appels manqués. Les messages vocaux allaient de la confusion à la colère en passant par le désespoir. Le premier message de mon père était calme. « Joseph, il faut qu'on parle. Ce qui s'est passé hier soir était regrettable, mais ne laissons pas cela tout gâcher. Rappelle-moi. » Le message de ma mère était plus sec. « Arrête d'être puéril. Tu t'es embarrassé toi-même et nous. Reviens et excuse-toi pour que nous puissions passer à autre chose. » Le message de Mathéo était prudent. « Eh, mec, maman est vraiment contrariée. Appelle-la, d'accord? Essayons d'arranger ça. » Les messages suivants étaient différents. La voix de mon père est devenue tendue. « Joseph, cela devient ridicule. Réponds à ton téléphone. Ta mère est hors d'elle. Nous sommes inquiets pour toi. » Ma mère a laissé 3 messages d'affilée, chacun s'intensifiant. Dans le 3e, sa voix s'est brisée. « Pourquoi nous fais-tu ça après tout ce que nous avons fait pour toi? Tu nous dois au moins une conversation. » Le dernier message de Mathéo était agacé. « Mec, sérieusement, grandis. Tu en fais toute une histoire. Appelle-les simplement. » J'ai écouté chacun d'eux assis à ma table de cuisine. Lorsque le dernier message vocal a pris fin, j'ai tout effacé. Puis j'ai bloqué leur numéro. Pas de façon permanente, juste assez longtemps pour laisser les lettres d'annulation arriver. Je voulais qu'ils découvrent la vérité à leur manière, en leur temps, sans que je sois là pour expliquer ou justifier. Je voulais qu'ils ouvrent cette lettre, qu'ils voient le nouveau solde et qu'ils comprennent exactement ce que j'avais fait. Je voulais qu'ils ressentent le même choc que moi lorsque ma mère m'a appelé le second. Je voulais qu'ils réfléchissent à cela comme j'avais réfléchi à ces mots toute la nuit. Je me suis fait à dîner. J'ai regardé un documentaire sur l'exploration des fonds marins. Je me suis couché à 22 heures. J'ai mieux dormi que je ne l'avais fait depuis des années. Le lendemain matin, je me suis réveillé pour découvrir que mes parents avaient trouvé la lettre. Je l'ai su parce que mon téléphone, même avec leur numéro bloqué, affichait 17 tentatives pour me joindre via mon email professionnel, mon LinkedIn, et un message transmis par ma tante. Les lignes d'objet étaient des variations de la même panique, « Appelle-nous immédiatement. » Que as-tu fait? C'est une erreur. Ce n'était pas une erreur. C'était un règlement de compte. Ils se sont présentés à mon appartement 3 jours plus tard. J'ai entendu les coups frapper depuis ma cuisine, forts, insistants, rythmés. J'ai regardé par le Judas. Mon père se tenait là, le visage rouge et tendu. Ma mère était à côté de lui, les bras croisés, son expression mêlant fureur et désespoir. J'ai envisagé de ne pas ouvrir la porte. J'ai envisagé de les laisser frapper jusqu'à ce qu'ils abandonnent. Mais je voulais voir cela. Je voulais entendre ce qu'ils diraient maintenant que l'argent était parti. J'ai déverrouillé la porte et je l'ai ouverte à moitié. Je ne les ai pas invités à entrer. Mon père a parlé le premier. « Il faut qu'on parle de quoi ?» La voix de ma mère a coupé, aiguë et perçante. « Ne fais pas l'idiot, Joseph. Tu sais exactement de quoi. Tu as détruit notre compte de retraite. Tu as tout retiré. 8 ans de contributions envolées. As-tu une idée de ce que tu as fait? » Je me suis appuyé contre le chambranle de la porte. J'ai retiré mes contributions. Tout ce que j'ai mis.
Le compte est toujours là. Il ne contient plus que votre argent. La mâchoire de mon père s'est serrée. Notre argent? Joseph, nous pensions que ce compte était un effort conjoint. Nous pensions que tu nous aidais à construire quelque chose ensemble. Vous vous êtes trompé. Je l'ai construit. Vous aviez juste vos noms dessus. Ma mère a fait un pas en avant. Sa voix tremblait. C'est à cause de ce que j'ai dit au dîner, n'est-ce pas? Tu nous punis parce que j'ai été honnête avec toi. Je l'ai regardé. J'ai gardé ma voix neutre. Vous m'avez appelé le second. Vous avez dit que j'étais embarrassant. Vous avez dit que je ne pouvais pas acheter le respect. Alors, j'ai arrêté d'acheter quoi que ce soit pour vous. Cela inclut votre retraite. Mon père a levé les mains, paumes ouvertes. D'accord. Ta mère a dépassé les bornes. Elle le sait. Nous le savons tous les deux. Mais ça, Joseph, c'est extrême. Tu nous as mis dans une situation terrible. Nous comptions sur cet argent. Nous avions des plans. Nous allions prendre notre retraite tôt, voyager, enfin profiter de nos vies. Maintenant, nous sommes de retour à la case départ. Vous avez toujours vos emplois. Vous avez toujours votre maison. Vous avez toujours ce que vous avez réellement gagné. Vous n'avez simplement plus ce que je vous ai donné. Le visage de ma mère s'est tordu. Tu es cruel. Tu es vindicatif. Ce n'est pas toi. Peut-être que vous n'avez jamais su qui j'étais. Vous étiez trop occupé à regarder Mathéo. Elle a tressailli. Le ton de mon père a changé, essayant d'être calme. Nous t'aimons, Joseph. Nous t'avons toujours aimé. Ta mère a dit quelque chose de blessant dans un moment de stress. Les gens disent des choses qu'ils ne pensent pas, mais tu es notre fils. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que tu arranges ça. J'ai souri. Ce n'était pas un sourire bienveillant. Vous avez besoin de moi. C'est le problème. Vous avez toujours eu besoin de moi. Vous aviez besoin de moi pour payer des choses. Vous aviez besoin que je me présente, que je sois discret et que je ne demande rien en retour. Vous aviez besoin que je sois le second. Eh bien, j'ai fini d'être nécessaire. Vous pouvez comprendre votre retraite de la même manière que vous avez compris tout le reste sans jamais réellement me voir. La voix de ma mère s'est élevée. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas simplement t'éloigner de ta famille. Regardez-moi faire. J'ai reculé et j'ai fermé la porte. Je l'ai verrouillée. J'ai entendu la voix de ma mère à travers le bois, aiguë et brisée. Joseph, ouvre cette porte tout de suite. Nous n'avons pas fini. La voix de mon père était plus basse, essayant de la calmer. Je suis retourné à ma cuisine. Je me suis assis. J'ai pris mon téléphone. J'ai débloqué leur numéro juste assez longtemps pour leur envoyer un seul message texte à tous les deux. Le texte disait « L'argent est parti. Je suis parti. Ne me contactez plus. » Puis je les ai bloqués définitivement. J'ai supprimé leurs entrées de contact. Je me suis assis dans le silence et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Je me suis senti libre. Les retombées se sont propagées plus vite que prévu. En une semaine, toute la famille élargie était au courant. Ma tante m'a appelé d'un numéro masqué. Elle a réussi à me joindre avant que je réalise qui c'était. Elle a passé 5 minutes à me sermonner sur la loyauté familiale et le pardon. J'ai écouté sans répondre. Quand elle a fait une pause pour reprendre son souffle, j'ai raccroché. Mon oncle a envoyé un courriel avec pour objet « Déçu ». Je l'ai supprimé sans lire au-delà de la première phrase. Mathéo a laissé un message vocal que je n'ai pas bloqué parce que je voulais entendre ce qu'il allait dire. Son ton était frustré, presque en colère. « Mec, ce que tu as fait est insensé. Maman et papa sont anéantis. Ils parlent de travailler encore 10 ans maintenant. La tension artérielle de papa est au plus haut. Maman dort à peine. Et pourquoi? Parce qu'elle a dit quelque chose de méchant au dîner. Grandis un peu, Joseph. Les familles se disputent. On ne détruit pas tout parce que quelqu'un a blessé tes sentiments. J'ai sauvegardé le message vocal. Je voulais me souvenir que Mathéo pensait que 8 ans de financement de leur retraite équivalait à détruire tout quand j'avais simplement repris ce qui m'appartenait. Je voulais me souvenir qu'il pensait que la cruauté de ma mère n'était qu'une chose méchante.
Je voulais me souvenir qu'il ne me voyait toujours pas. Mais je ne lui ai pas répondu non plus. À la place, j'ai passé la semaine à organiser quelque chose de plus permanent. J'ai rassemblé tous les relevés financiers que j'avais impliquant mes parents, chaque virement bancaire, chaque reçu pour les choses que j'avais payées au fil des ans. Il n'y avait pas que le compte de retraite. Au cours de la dernière décennie, j'avais couvert leurs impôts fonciers 2 fois quand ils étaient à court. J'avais payé les réparations de la voiture de ma mère 4 fois. J'avais acheté une nouvelle tondeuse à gazon, une souffleuse à neige et un barbecue à mon père. J'avais payé la compte du lieu de mariage de Mathéo lorsque la carte de crédit de mes parents était au maximum. J'avais couvert les dîners de Noël, les fêtes d'anniversaire et les cadeaux d'anniversaire qu'ils se faisaient l'un à l'autre. J'avais été leur filet de sécurité financière pendant si longtemps que j'avais arrêté de tenir un décompte. Maintenant, j'ai fait le calcul. Le total, sans compter le compte de retraite, s'élevait à 68,000. Je me suis penché en arrière sur ma chaise et j'ai fixé le nombre sur ma feuille de calcul. 68,000 en une décennie. Ajoutez les $230,4 du compte de retraite et je leur avais donné $298,4. Un peu moins de $300,000. J'avais fait 2 emplois pendant 8 ans pour financer un rêve de retraite qu'ils ont rejeté dès qu'il est venu avec un visage qu'ils ne voulaient pas regarder. J'ai imprimé la feuille de calcul. J'en ai sauvegardé une copie numérique sur 3 disques distincts. Ensuite, j'ai fait quelque chose que j'avais évité. Je me suis connecté aux comptes de médias sociaux de mes parents. Je ne les ai pas piratés, j'avais leur mot de passe. Ils me les avaient donnés il y a des années lorsque mon père avait oublié son identifiant et m'avait demandé de l'aider à récupérer un album photo. Je ne me suis jamais déconnecté. Ils n'ont jamais changé les mots de passe. J'ai fait défiler la page Facebook de ma mère. Elle avait posté 3 fois au cours de la semaine dernière. Le premier post était vague, quelque chose sur les défis familiaux et le besoin de prière. Le deuxième post était une photo d'elle et de mon père dans un parc, souriant, avec une légende sur le choix de la joie même dans les moments difficiles. Le troisième post était plus direct. C'était un article repartagé sur les enfants adultes se croyant tout permis et établir des limites avec les membres de la famille toxique. Elle avait ajouté son propre commentaire. Il disait, parfois, les personnes pour qui vous sacrifiez le plus sont celles qui vous blessent le plus profondément. Je l'ai lu 2 fois. Je n'ai rien ressenti. Ni colère, ni tristesse, juste une compréhension froide et claire que ma mère avait réécrit le récit dans son esprit. Dans sa version, j'étais celui qui se croyait tout permis. J'étais le toxique. Elle était la victime. J'ai fait une capture d'écran du post. Je l'ai ajouté à mon dossier de preuves. Ensuite, j'ai rédigé un courriel que je n'avais pas encore l'intention d'envoyer. Il était adressé à mes parents, à Mathéo et aux membres de la famille élargie qui m'avaient contacté pour me réprimander. L'objet était simple, les vrais chiffres. Dans le corps du courriel, j'ai joint la feuille de calcul. J'ai joint des captures d'écran de chaque virement. J'ai joint une chronologie de chaque sauvetage financier que j'avais fourni. J'ai écrit un paragraphe en haut, vous avez passé la semaine dernière à me dire que je suis cruel, vindicatif et puéril. Vous m'avez dit que j'ai détruit votre avenir à cause d'un seul commentaire. Voici la vérité, je vous ai donné $298,4 en 10 ans. J'ai fait 2 emplois pour financer un compte de retraite que vous ne saviez même pas que j'avais construit. J'ai été appelé au lieu de rechange lors de votre dîner d'anniversaire après vous avoir donné un bon de vacances de $12,000. Je n'ai pas détruit votre avenir, j'ai arrêté de le financer. Il y a une différence. J'ai sauvegardé le brouillon. Je ne l'ai pas envoyé. Pas encore. Je voulais qu'il reste un peu plus longtemps dans leur version de l'histoire. Je voulais qu'ils se plaignent à des proches, publient sur les réseaux sociaux, me dépeignent comme le méchant. Parce que lorsque j'enverrai enfin ce courriel, lorsque je montrerai enfin les preuves à tout le monde, leur récit s'effondrerait, et je n'aurai pas à dire un autre mot. Le déclencheur final est venu d'un endroit inattendu. La femme de Mathéo, Aubrey, m'a envoyé une demande de message Facebook. J'ai failli l'ignorer, mais la curiosité a pris le dessus. Je l'ai ouverte. Son message faisait 3 paragraphes, poli mais ferme. Elle expliquait que mes parents étaient dévastés et que Mathéo était pris entre les deux. Elle a dit qu'elle comprenait que j'étais blessé, mais que la famille est éternelle et le pardon est un cadeau que nous nous faisons à nous-mêmes.
Elle a terminé en me demandant d'envisager de me réconcilier avant l'arrivée du bébé parce qu'elle voulait que leur enfant grandisse avec une famille entière, pas une famille fracturée. Je l'ai lu 2 fois, puis j'ai répondu par une seule phrase, « Demande à ton mari combien j'ai payé pour l'acompte de votre mariage. » Elle n'a pas répondu. Mais 2 heures plus tard, Mathéo m'a appelé d'un numéro que je n'avais pas bloqué. J'ai répondu. « Qu'est-ce que tu as fait, Joseph? Pourquoi as-tu dit ça à Aubrey? » Parce que c'est vrai. J'ai payé 8,000 pour l'acompte du lieu de votre mariage quand la carte de maman et papa a été refusée. Tu le savais? Est-ce qu'Aubrey le savait? Silence, j'ai continué. Savait-elle que le compte de retraite dont maman et papa se plaignent a été financé entièrement par moi? Savait-elle que j'ai passé 8 ans à faire 2 emplois pour qu'ils puissent prendre leur retraite tôt? Ou l'as-tu laissé penser que j'ai juste retiré de l'argent par vengeance? La voix de Mathéo était tendue. Tu rends ça tellement pire que ça ne doit l'être. Non, je le rends exactement aussi grave que ça l'est, et j'ai fini de vous protéger tous de la vérité. J'ai raccroché. Ensuite, j'ai ouvert mon courriel. J'ai sorti le brouillon que j'avais écrit une semaine plus tôt. J'ai ajouté Aubrey à la liste des destinataires. J'ai ajouté ma tante, mon oncle et 3 amis de la famille qui m'avaient envoyé des messages me réprimandant d'avoir abandonné mes parents. J'ai relu le courriel une dernière fois. J'ai vérifié les pièces jointes, feuilles de calcul, reçus de virement, capture d'écran du post Facebook de ma mère, une chronologie de chaque contribution financière majeure que j'avais faite. Puis j'ai plané au-dessus du bouton « Envoyer ». Mon doigt a tremblé légèrement, non par peur, mais par anticipation. J'ai appuyé sur « Envoyer ». Le courriel est parti à 16h17 de l'après-midi. À 16h45, mon téléphone a commencé à s'allumer. La première réponse est venue de mon oncle. Elle était courte, je n'en avais aucune idée. Je suis désolé. La deuxième réponse est venue d'une amie de mes parents, une femme nommée Alay, qui les connaissait depuis 20 ans, cela change tout. Je suis tellement désolé pour ce que je t'ai dit avant. La troisième réponse est venue de ma tante. Elle était plus longue, s'excusait et demandait si nous pouvions parler. Je n'ai répondu à aucun d'eux. À la place, j'ai regardé la discussion de groupe familial dont j'avais été retiré. La femme de Mathéo m'avait réintégré sans demander à personne. Je pouvais voir les messages s'accumuler en temps réel. Le message de mon père est apparu en premier, qui a rajouté Joseph à ce chat? Le message d'Aubrey a suivi, moi. Il m'a envoyé un courriel. Vous avez tous besoin de le voir. Elle a transféré le courriel dans la discussion de groupe. Pendant 10 minutes, il y a eu silence. Puis le message de ma mère est apparu, c'est une affaire de famille privée. Cela n'aurait pas dû être partagé comme ça. Alay, une de leurs amies les plus proches, a répondu dans le chat, tu m'as dit que Joseph t'avait abandonné sans raison. Tu as dit qu'il était cruel et déraisonnable. Tu n'as pas mentionné qu'il t'avait donné 3 cents,000. Mon père a essayé de reprendre le contrôle, l'argent était un cadeau. Les cadeaux ne viennent pas avec des conditions. J'ai tapé mon premier et unique message dans la discussion de groupe, tu as raison. Les cadeaux ne viennent pas avec des conditions, mais le respect, oui. Vous ne l'avez pas donné, alors j'ai arrêté de tout donner. Puis j'ai quitté la discussion de groupe. J'ai mis toutes les notifications en sourdine. J'ai fermé mon courriel. Je me suis préparé à dîner. Vers 19h ce soir-là, mon téléphone a sonné. C'était Madame Ramirez de la société d'investissement. J'ai répondu. Monsieur Joseph, je voulais vous informer que l'annulation est terminée. Tous les fonds ont été retournés à votre compte. Le compte de vos parents ne reflète plus que leurs contributions initiales, qui totalisent 42,3 cents. Ils nous ont contactés plusieurs fois pour demander des informations, mais conformément à vos instructions, nous les avons dirigés vers la documentation que nous avons envoyée. Merci, elle a fait une pause. Pour ce que ça vaut, je fais ce travail depuis 15 ans. J'ai vu beaucoup de différents financiers familiaux. Celui-ci est le plus clair que j'ai jamais vu. Vous vous êtes protégé. Ce n'est pas vindicatif. C'est intelligent. Je l'ai remercié à nouveau et j'ai raccroché. Je me suis assis sur mon canapé et j'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai vérifié mon compte bancaire. Le solde avait augmenté de 2 cents 30,4 cents. Il était là, réel et indéniable. J'avais repris ce que j'avais donné. J'avais récupéré ce qu'il n'avait jamais apprécié.
Et pour la première fois en 8 ans, je ne devais rien à personne. Les semaines qui ont suivi ont été plus calmes que prévu. La discussion de groupe familial s'est effondrée. Mes parents ont complètement cessé de publier sur les réseaux sociaux. Matteo a envoyé un dernier courriel me demandant de reconsidérer, non pour leur bien, mais pour le principe de l'unité familiale. Je l'ai supprimé sans répondre. Aubrey a envoyé de courtes excuses disant qu'elle n'avait pas connu toute l'histoire et qu'elle espérait que je trouve la paix. J'ai apprécié cela. Je n'ai pas répondu, mais je l'ai apprécié. Ma tante a appelé une fois de plus, cette fois juste pour dire qu'elle comprenait et qu'elle était désolée de m'avoir jugé sans connaître les faits. Elle a dit que ma mère parlait à peine à quiconque et que mon père avait repris du travail de consultant supplémentaire pour compenser les fonds de retraite perdus. Elle l'a dit doucement, comme si l'information pouvait me faire changer d'avis. Ce ne fut pas le cas. Je l'ai remerciée pour la mise à jour et lui ai dit que j'avais besoin d'espace. Elle a respecté cela. À la fin du 2e mois, les appels ont complètement cessé. Les courriels ont cessé. Les messages ont cessé. J'ai été effacé de leur vie aussi complètement que je m'étais effacé moi-même. Et j'étais d'accord avec ça. Mieux qu'être d'accord. J'étais libre. J'ai fait un voyage d'un week-end à la montagne. J'ai marché seul pendant 2 jours, quelque chose que j'avais toujours voulu faire mais pour lequel je n'avais jamais eu le temps quand je travaillais 2 emplois. Le silence là-haut était différent du silence dans mon appartement. Il était propre. Il était entier. Il ne portait pas le poids des attentes invisibles. Quand je suis revenu, j'ai pris une décision. J'ai quitté mon 2e emploi. Je n'en avais plus besoin. Le travail de consultant indépendant n'existait que pour financer le compte de retraite et couvrir les coûts supplémentaires que ma famille continuait de me donner. Sans ces obligations, je pouvais vivre confortablement avec mon salaire principal. J'ai commencé à dormir 8 heures par nuit. Je me suis inscrit à une salle de sport. J'ai lu des livres que j'avais l'intention de lire depuis des années. J'ai renoué avec d'anciens amis qui s'étaient éloignés lorsque j'étais devenu trop occupé pour les voir. L'un d'eux, un colocataire de l'université nommé Grayson, m'a demandé ce qui avait changé. Je lui ai raconté la version courte, j'ai arrêté de financer les gens qui ne me valorisaient pas. Il a hoché la tête. Bien. Tu mérites mieux. Je l'ai cru. 3 mois après l'annulation, j'ai reçu une lettre par la poste. Elle venait de mon père. L'enveloppe était simple, sans adresse de retour, mais j'ai reconnu son écriture. J'ai failli la jeter, mais je l'ai ouverte. La lettre faisait 2 pages, manuscrite. Avec prudence, il s'est excusé. Il a dit que ma mère était encore trop en colère pour écrire, mais qu'il comprenait maintenant ce que j'avais fait et pourquoi. Il a dit qu'ils avaient été injustes envers moi pendant des années. Il a dit qu'il m'avait tenu pour acquis. Il a dit qu'il n'attendait pas de pardon, mais qu'il voulait que je sache qu'il était désolé. Il a terminé la lettre par une seule phrase, « Tu n'as jamais été le de rechange. Nous t'avons juste donné l'impression de l'être. C'est notre faute. » J'ai lu la lettre 3 fois. Puis je l'ai pliée et l'ai mise dans un tiroir. Je n'ai pas répondu. Peut-être qu'un jour je le ferai. Peut-être qu'un jour je serai prêt à avoir cette conversation. Mais pas encore. Pour l'instant, j'étais concentré sur la construction d'une vie qui ne tournait pas autour de prouver ma valeur à des gens qui refusaient de la voir. J'ai eu une promotion au travail. J'ai commencé à planifier un voyage en solo en Islande. J'ai adopté un chien, un sauvetage nommé Blue qui avait été négligé au refuge pendant des mois parce qu'il n'était pas un chiot. J'ai compris ce sentiment. Par une froide soirée de début décembre, j'étais assis sur mon canapé avec Blue recroquevillé à côté de moi. Mon téléphone était éteint. Mon ordinateur portable était fermé. Je n'avais pas de plan, pas d'obligation, personne n'attendait que je répare quelque chose ou finance quelque chose ou que je me présente et sois invisible. J'avais moi-même. J'avais ma paix. J'avais ma liberté. Et j'avais appris la leçon la plus importante de ma vie, on ne peut pas acheter l'amour. On ne peut pas gagner le respect de gens qui ont déjà décidé qu'on n'en valait pas la peine. Mais on peut reprendre son temps, son argent et sa vie. On peut s'en aller. On peut se choisir soi-même. Et c'est exactement ce que j'ai fait.